À l'aube du 10 août 1792, Paris ne se réveilla pas. Elle frémit. Les cloches n'appelaient ni à la messe ni à aucune célébration. Elles étaient une lamentation métallique qui courait dans les rues comme un présage. Au palais des Tuileries, ce son pénétra les murs, les couloirs et les consciences. Il n'annonçait pas seulement une insurrection, il annonçait la fin d'une idée. La fin d'un monde qui, pendant des siècles, s'était cru éternel. Pour Marie-Antoinette, ce tintement fut bien plus qu'un avertissement. Ce fut la fissure finale dans une identité construite dès l'enfance pour gouverner, pour représenter, pour briller. 3 ans auparavant, son nom évoquait encore des salons éclairés, des cérémonies et la sécurité d'une couronne héritée. Ce matin-là, en revanche, la grandeur s'était réduite à un silence tendu derrière des portes renforcées. Le palais n'était plus un foyer ni un trône. Il s'était transformé en une cage dorée, tenue par une foi qui s'effondrait. Dehors, la foule grossissait. Ce n'étaient pas des armées formelles, mais un mélange inquiétant de gardes nationaux, de fédérés et de citoyens armés. Certains avaient prêté serment de loyauté à la couronne il y a longtemps. Maintenant, ils marchaient contre elle. Dans l'histoire, ces moments sont souvent décrits avec des chiffres et des mouvements. Mais ce qui change réellement le cours du temps, ce n'est pas le nombre de personnes, mais l'état d'esprit collectif. Quand la peur se transforme en conviction et la conviction en fureur. Depuis la fuite manquée à Varennes, l'année précédente, la confiance s'était évaporée. Cette tentative maladroite de s'échapper ne scella pas seulement le destin politique du roi. Elle fit de la reine un symbole parfait pour le ressentiment populaire. Son origine étrangère, son silence orgueilleux, même sa manière de marcher, furent réinterprétés comme des preuves de trahison. Dans les pamphlets et les caricatures, sa figure se déforma jusqu'à devenir un monstre commode. Quand une société cherche un coupable, elle n'a pas besoin de preuves, elle a besoin d'une image. À l'intérieur du palais, la défense existait encore. Les gardes suisses restaient fermes, disciplinés, attendant un ordre qui ne vint jamais. Le roi hésita. Et dans cette hésitation, presque imperceptible, une tradition séculaire se brisa. Il n'y eut pas de résistance décisive, pas de geste héroïque. Il y eut une retraite par les jardins, un pas en arrière, que l'histoire interpréterait comme un abandon. La famille royale chercha protection auprès d'une assemblée qui ne croyait plus à la protection du passé. En quelques heures, le palais fut laissé derrière, et avec lui, l'illusion que la monarchie pouvait s'adapter au temps nouveau. Pour Marie-Antoinette, ce trajet ne fut pas seulement physique. Ce fut le passage de reine à otage, de symbole sacré à figure contestée. À partir de ce moment, chaque décision concernant sa vie ne lui appartiendrait plus. Dans le monde contemporain, les empires tombent aussi, parfois sans cloche ni foule visible. Ils tombent sur les réseaux, sur les écrans, dans des titres qui redéfinissent une personne en quelques secondes. Ce matin de 1792 nous rappelle que le pouvoir, lorsqu'il perd sa légitimité, devient fragile, et qu'une fois l'image brisée, aucun mur ne peut la protéger. Avant de devenir prisonnière, Marie-Antoinette avait déjà été condamnée dans l'imagination collective. La Révolution ne combattait pas seulement les institutions, elle combattait les symboles. Et elle, plus que quiconque, incarnait tout ce que le nouvel ordre devait détruire pour s'affirmer. Son histoire, réduite et déformée, devint un récit utile. Celui d'une femme étrangère, supposément indifférente à la souffrance du peuple, présentée comme l'ombre qui rongeait la France de l'intérieur. Elle était arrivée à Versailles à peine adolescente, éduquée pour plaire, non pour gouverner. Sa vie fut marquée par une constante paradoxale. Elle était observée par tous, mais comprise par peu. Chaque geste, chaque silence, chaque choix esthétique était interprété comme un acte politique. En temps de stabilité, cela aurait été une curiosité courtisane. En temps de crise, cela se transforma en une arme. La reine cessa d'être une personne pour devenir un récit ambulant, réécrit encore et encore par ceux qui avaient au besoin d'un ennemi visible. Les pamphlets circulaient avec une rapidité surprenante. Ils ne décrivaient pas des faits, ils fabriquaient des émotions. Ils la présentaient comme dépensière, conspiratrice, étrangère à la douleur du pays. Son origine autrichienne, qui pendant des années avait été un détail diplomatique, se transforma en une marque de suspicion permanente. Dans une France qui se sentait trahie par ses propres structures, la figure de la reine offrait quelque chose d'inestimable,
une explication simple à un désastre complexe. Psychologiquement, ce processus ne fut pas fortuit. Les sociétés en tension cherchent un soulagement dans la personnalisation du mal. Il est plus facile de haïr un visage que d'affronter un système. Marie-Antoinette fut dépouillée de ses nuances et transformée en caricature parce que la caricature est maniable. Elle ne discute pas, ne se défend pas, n'explique pas. Elle existe seulement pour être désignée. Entre-temps, à l'intérieur des murs qui la protégeaient encore, la reine commençait à comprendre l'étendue de son isolement. L'hostilité n'était plus une rumeur lointaine. Elle était devenue structurelle. Peu importait ce qu'elle disait ou faisait. Le jugement social était déjà écrit. Chaque tentative de discrétion était lue comme de l'arrogance. Chaque geste humain comme de la manipulation. La logique révolutionnaire n'avait pas besoin de cohérence. Elle avait besoin de cohérence émotionnelle. Ce phénomène n'appartient pas seulement au passé. Dans le monde actuel, les figures publiques sont aussi dévorées par des récits qui les dépassent. Les réseaux amplifient des versions, réduisent des vies à des titres et fixent des identités qui deviennent ensuite impossibles à démonter. Marie-Antoinette a vécu une forme précoce de cette exposition totale, sans possibilité de réponse effective. Quand le palais tomba, elle ne perdit pas uniquement sa résidence. Elle perdit le dernier espace où elle pouvait encore exister comme quelque chose de plus qu'un symbole. À partir de ce moment, chaque pas de son destin serait conditionné par l'image que d'autres avaient reconstruite d'elle. Elle ne serait pas jugée pour ses actes réels, mais pour ce qu'elle représentait. Et ainsi, avant même de franchir les murs d'une prison, la reine était déjà enfermée dans une narration dont il n'y avait pas d'issue. Une narration qui exigeait une fin exemplaire, non par justice, mais par nécessité politique. À ce stade, l'histoire cessa de se demander qui était Marie-Antoinette. Elle ne s'intéressait qu'à ce qu'il fallait faire d'elle. La chute définitive du palais ne fut pas un acte de force immédiate, mais le résultat d'une décision suspendue. Tandis qu'à l'extérieur la tension montait, à l'intérieur s'imposait une quiétude inconfortable, presque irréelle. Les gardes suisses, entraînés à obéir sans hésiter, attendaient un ordre clair. Cet ordre ne vint jamais. Louis XVI, pris entre la peur de provoquer un plus grand bain de sang et l'incapacité d'assumer la gravité du moment, choisit de ne pas choisir. Dans l'histoire, peu de choses sont aussi déterminantes qu'une hésitation prolongée. Quand la famille royale abandonna les Tuileries et traversa les jardins à la recherche d'un abri législatif, elle ne laissa pas seulement derrière elle un bâtiment. Elle abandonna le dernier geste symbolique d'autorité. Le palais, jusqu'alors cœur visible du pouvoir, resta vide de commandement. Et un pouvoir sans présence se transforme en rumeur. En quelques heures, cette rumeur fut remplacée par une occupation totale. Il n'eut pas besoin de décrire le chaos pour comprendre le message. L'ordre ancien avait été dépassé. Pour Marie-Antoinette, ce trajet eut un poids particulier. Elle avait compris, avant beaucoup d'autres, que la Révolution ne cherchait pas à négocier. La foule ne demandait pas de réforme, elle demandait des preuves. Et la plus percutante était de voir la monarchie se déplacer, humiliée par le besoin de protection d'autrui. Dans son silence, la reine n'exprimait pas de la résignation, mais de la lucidité. Elle savait que chaque pas observé était une scène de plus dans un procès qui se déroulait déjà en dehors des tribunaux. La suspension de la monarchie arriva ce même jour. Non comme un long débat, mais comme une constatation. Le roi cessa d'être roi en pratique avant de cesser de l'être sur le papier. Et avec cette suspension se ferma une étape historique qui s'était maintenue pendant des siècles sur l'idée du droit héréditaire. La couronne, dépouillée de son aura, fut réduite à un objet sans fonction. La famille royale fut conduite sous bonne garde au temple, une forteresse médiévale qui semblait conçue pour leur rappeler que le temps pouvait reculer lorsque le pouvoir s'affaiblissait. Là commença une nouvelle phase, celle de l'enfermement visible, réglementé, sans ornement. Pour la reine, le changement fut abrupt. Elle passa d'espaces conçus pour l'exposition à des murs pensés pour la surveillance. D'être observée comme figure cérémonielle à être observée comme risque politique. Ce transit révèle une constante historique. Quand les systèmes s'effondrent, ceux qui les incarnaient perdent d'abord le langage qui les définissait. Marie-Antoinette n'était plus présentée comme reine. Son nom commença à disparaître des discours officiels.
remplacées par des formules froides, impersonnelles. Le processus de déshumanisation ne fut pas immédiat, mais méthodique. Dans le monde actuel, les leaders tombent aussi quand ils cessent d'être utiles à la narration dominante. On leur retire le titre, on les vide de leur signification et, finalement, on les transforme en avertissement. En 1792, ce mécanisme s'activa sans technologie ni écran, mais avec la même efficacité. En arrivant au temple, Marie-Antoinette comprit que le véritable jugement ne serait pas juridique, mais symbolique, et qu'à partir de ce moment, chaque jour n'ajouterait pas de clarté à sa situation, mais du poids. Le poids d'une histoire qui avançait sans demander permission. L'enfermement au temple marqua une frontière invisible. Ce ne fut pas seulement le passage de la liberté surveillée à la réclusion formelle, mais le début d'une redéfinition calculée. Marie-Antoinette cessa d'exister comme figure politique reconnaissable et commença à être traitée comme un objet administratif. Son nom, chargé pendant des années de signification, fut remplacé par une formule délibérément neutre, la veuve Capet. Peu importait que le roi vécût encore. L'objectif n'était pas de décrire la réalité, mais d'imposer un nouveau langage. Le pouvoir révolutionnaire comprenait quelque chose d'essentiel, celui qui contrôle les mots, contrôle la perception. En la dépouillant de son titre, on lui arrachait aussi son passé. La reine n'était plus l'héritière d'une dynastie ni partie d'une histoire continue. Elle était un cas, un dossier, une pièce de plus dans un processus plus large. Cette stratégie n'avait pas besoin de violence explicite. La répétition constante d'une identité réduite suffisait. La séparation de sa famille fut le coup le plus silencieux et le plus profond. Il n'y eut ni discours ni cérémonie, seulement un ordre exécuté froidement. À partir de ce moment, chaque lien affectif devint un risque, chaque mot une preuve possible. Les étreintes devinrent muettes, mesurées, conscientes que même le réconfort pouvait être observé. Dans ce contexte, le silence acquit un double sens, protection et condamnation. Lorsqu'elle fut transférée à la conciergerie, le changement ne fut pas annoncé comme une punition, mais comme une formalité. L'édifice, situé sur l'île de la Cité, était connu pour une réputation qui n'avait pas besoin d'exagération. Là, on n'attendait pas l'absolution, mais le dénouement. Pour beaucoup, ce lieu fonctionnait comme une antichambre où le temps se contractait et l'espoir devenait abstrait. Marie-Antoinette y entra sans cérémonie, sans adieu public, comme si elle ne méritait plus d'être vue. L'enregistrement de son arrivée fut méticuleux. Ni gestes, ni émotions ne furent notés, seulement des données. Cette réduction administrative est l'une des formes les plus efficaces de déshumanisation. Quand une vie se traduit en ligne et en tampon, il est plus facile de décider de son destin. Dans sa nouvelle cellule, l'espace était limité, austère, conçu pour rappeler constamment la perte de contrôle. Ce n'était pas un cachot théâtral, c'était quelque chose de plus inquiétant. Une routine conçue pour briser. La surveillance fut constante, non pour la protéger, mais pour lui rappeler que même l'intimité avait cessé d'être un droit. Chaque mouvement était conditionné par le regard d'autrui. Dans cet environnement, le corps devient un territoire politique. La fatigue, la maladie, la détérioration physique n'étaient pas seulement des conséquences de l'enfermement, mais faisaient partie du message. Le pouvoir n'avait plus besoin de démontrer sa force. Il lui suffisait d'observer. Dans la modernité, l'isolement adopte aussi des formes silencieuses. L'exposition permanente, l'absence d'espace privé, la transformation de la vie en objet de scrutin public. Marie-Antoinette a expérimenté une version précoce de ce phénomène, sans possibilité de déconnexion. Son existence fut réduite à un présent surveillé, sans futur clair et avec un passé soigneusement effacé. À la conciergerie, la reine comprit que le jugement ne commencerait pas dans une salle, mais dans l'érosion quotidienne de son identité. Et que chaque jour passé là ne la rapprochait pas d'une réponse, mais d'une conclusion déjà admise par d'autres. La conciergerie n'imposait pas la peur par des gestes grandiloquents, mais par une répétition implacable. Chaque jour était identique au précédent, et cette uniformité devenait une méthode d'usure. L'espace réduit, l'humidité constante, la lumière qui pénétrait à peine par une ouverture étroite. Tout était conçu pour effacer la notion du temps. Là, les heures n'avançaient pas, elles s'accumulaient. La surveillance permanente
transforma l'existence quotidienne en une scène sans fin. Il ne s'agissait pas seulement d'être observé, mais de savoir que l'observation ne cessait jamais. L'intimité, entendue comme un refuge minimal, cessa d'exister. Changer de vêtements, se reposer, tenter de se recomposer en silence. Chaque acte était conditionné par la présence d'autrui. Dans ces circonstances, l'esprit commence à se fracturer non par un coup, mais par l'impossibilité d'échapper au regard. Le corps de Marie-Antoinette commença à refléter cet enfermement soutenu. Non comme un effondrement soudain, mais comme une transformation lente, presque imperceptible. La fatigue devenait permanente, la faiblesse une compagne constante. La détérioration physique n'était pas un accident. Elle était la conséquence directe d'un système qui comprenait le corps comme une extension de la punition. Là où les mots n'étaient pas nécessaires, l'usure parlait d'elle-même. Même ainsi, il y eut des tentatives de résistance silencieuse. Non sous forme de défis ouverts, mais de gestes minimes, une posture maintenue, une réponse mesurée, un contrôle conscient de sa propre présence. Dans des contextes extrêmes, la dignité se redéfinit. Elle ne consiste plus à imposer sa volonté, mais à ne pas se dissoudre complètement. Chaque petit acte d'autocontrôle devenait une affirmation intime face à un environnement conçu pour la nier. Les visites médicales, rares et limitées, n'offraient pas de réel soulagement. Elles étaient des rappels que même la fragilité était régulée. L'attention ne cherchait pas à restaurer, mais à constater. Noter des symptômes, mesurer la détérioration, enregistrer l'avancement d'un processus déjà considéré comme irréversible. En ce sens, la conciergerie fonctionnait comme un espace où l'attente remplaçait la décision, et la décision avait déjà été prise ailleurs. L'isolement absolu arriva avec la séparation définitive de tout lien familial. Sans nouvelles, sans voix connue, sans la possibilité de partager le poids du présent. La solitude, dans ce contexte, n'était pas un accident émotionnel, mais un outil politique. Priver de contact est une façon de réécrire une personne comme une entité isolée, déconnectée de tout réseau qui pourrait l'humaniser. Dans le monde contemporain, les systèmes de contrôle comprennent aussi la valeur de l'isolement. Ce n'est pas toujours physique, parfois c'est social, numérique, symbolique. L'exclusion prolongée produit un effet similaire. Elle réduit la personne à une figure sans écho, sans interlocuteur. Marie-Antoinette a expérimenté cette réduction de manière directe, sans filtre ni intermédiaire. À la conciergerie, chaque jour confirmait ce que l'on pressentait déjà. Il ne s'agissait pas de préparer un procès juste, mais de maintenir un récit jusqu'à ce que son dénouement soit inévitable. Et dans ce processus, l'enfermement n'était pas une parenthèse, mais l'argument central. Le procès commença alors qu'il n'y avait plus de doute sur son issue. La salle n'était pas conçue pour chercher la vérité, mais pour confirmer une version. L'ambiance était dense, chargée d'une attente qui ne demandait pas de preuves, mais des affirmations. Marie-Antoinette apparut vêtue avec sobriété, comme si la couleur même avait été réduite à une concession minimale. Sa présence ne suscita pas de surprise. Elle suscita la confirmation. Pour beaucoup, elle avait déjà été jugée avant de prononcer un seul mot. Les accusations furent présentées comme une mosaïque de suspicions, de fragments et de lectures intéressées. Il ne s'agissait pas de démontrer des faits concrets, mais de tisser une image cohérente avec la narration révolutionnaire. La logique du processus n'était pas juridique, mais symbolique. Dans ce scénario, la figure du procureur acquérait un rôle central, non pas comme médiateur impartial, mais comme architecte d'un récit qui devait être convaincant pour le public présent et pour l'histoire immédiate. Chaque question visait moins à éclaircir qu'à provoquer. Les réponses de l'accusé, mesurées et brèves, se heurtaient à un climat qui préférait le spectacle à la réflexion. Le procès fonctionnait comme une représentation soigneusement chorégraphiée, avec des spectateurs sélectionnés et des silences stratégiques. La justice, dans son sens classique, avait été remplacée par une scénarisation du pouvoir. Le moment le plus tendu ne surgit pas d'une preuve matérielle, mais d'une imputation conçue pour briser tout reste de légitimité morale. Cette accusation, aussi extrême qu'efficace en termes de propagande, généra une réaction inattendue. Marie-Antoinette ne répondit pas avec des arguments légaux, mais par un appel humain, adressé à ceux qui pouvaient la comprendre depuis l'expérience partagée. Ce ne fut pas un plaidoyer, ce fut un rappel. Un geste qui, un instant, suspendit le murmure et exposa la fragilité du montage.
Ce bref silence révéla quelque chose de fondamental. Même dans un processus conçu pour condamner, l'humanité peut interrompre la machinerie. Mais l'interruption ne fut pas suffisante pour changer le cours. La plupart des témoignages s'appuyaient sur des rumeurs, des interprétations forcées et des documents présentés hors de contexte. La prétendue preuve fonctionnait plus comme un symbole que comme une évidence directe. Le droit à une défense pleine fut limité par le temps et par la structure même du tribunal. Il n'y a eu pas de marge réelle pour contredire, pour convoquer des voies alternatives, pour ouvrir des brèches dans le récit dominant. Le procès avança avec la vitesse de quelque chose qui n'avait plus besoin de délibération. La condamnation se pressentait dans chaque geste, dans chaque regard, dans chaque interruption. Dans la modernité, les procès médiatiques répètent des schémas similaires. L'accusation devient virale, la défense arrive tard et le verdict se forme avant le débat. Le cas de Marie-Antoinette anticipe cette dynamique. Elle ne fut pas jugée seulement pour ce qu'elle fit, mais pour ce qu'elle représentait à un moment de rupture historique. À la tombée de la nuit, la sensation était unanime. On n'avait pas assisté à un processus d'éclaircissement, mais à la ratification publique d'une décision préalable. La salle se vida, mais le destin était déjà scellé. Pour la reine, le procès ne signifia pas une opportunité de rédemption, mais la confirmation que le dénouement avait été écrit bien avant d'entrer dans cette pièce. La sentence ne fut pas un choc, mais une formalité. Après des jours d'interrogatoire et une défense réduite à l'essentiel, le verdict fut prononcé avec une rapidité qui indiquait clairement que le temps n'appartenait plus à l'accusé. Il n'y eut pas de surprise visible. Sur le visage de Marie-Antoinette n'apparut ni soulagement ni protestation. La réaction fut une quiétude profonde, comme si la décision confirmait simplement quelque chose qu'elle avait compris depuis longtemps. La lecture de la sentence eut lieu à une heure qui accentuait son caractère irréel. Elle n'était pas conçue pour le débat public, mais pour clore un dossier. La justice révolutionnaire se montrait efficace, presque mécanique, convaincue que la rapidité était une vertu. Dans ce contexte, la réflexion était considérée comme un luxe inutile. L'objectif n'était pas de convaincre, mais de conclure. À partir de ce moment, le temps se contracta de manière abrupte. Les heures qui séparaient à la sentence de son exécution n'étaient même pas destinées ni à la préparation spirituelle ni à la révision des décisions. Elles étaient un intervalle administratif. Chaque geste autorisé, chaque objet concédé était réglementé avec précision. Même l'acte de faire ses adieux au monde devait s'ajuster à un protocole. L'individualité se diluait dans une séquence de pas déjà établie. Marie-Antoinette écrivit ses derniers mots avec une clarté qui contraste avec le chaos qui l'entourait. Il n'y eut ni reproche ni appel à la vengeance. Le ton fut contenu, presque serein. Dans cette écriture finale, la reine cessa de s'adresser à l'histoire et parla depuis un lieu plus intime, consciente qu'elle ne pouvait plus influencer les événements. L'écriture devint le dernier espace où elle pouvait encore exercer un contrôle. Ce type de sérénité ne naît pas de l'absence de peur, mais de l'acceptation d'une limite. Lorsque le futur disparaît, le présent acquiert une densité particulière. Chaque pensée devient définitive, chaque mot irrépétible. À ce seuil, la figure publique se dissout et reste la personne, confrontée à une réalité qui n'admet plus de négociation. L'aube avança sans cérémonie. Dans les registres officiels, ces moments sont réduits à des horaires et des autorisations. Mais derrière ces lignes froides se cache une expérience humaine extrême, celle de savoir que l'aube n'apportera aucun changement. L'attente, plus que l'action, devient l'épreuve finale. Actuellement, les décisions irréversibles sont également annoncées avec un langage technique qui dissimule leur impact. On parle de procédure, de conformité, de clôture de dossier. Le destin de Marie-Antoinette révèle comment ce langage peut fonctionner comme un voile, cachant la dimension humaine de ce qui se passe réellement. Quand le matin arriva, il n'y avait plus de place pour les questions. L'histoire avait décidé d'avancer sans regarder en arrière. Et dans cette avancée, la sentence cessa d'être un document pour se transformer en un rituel de clôture, destiné non seulement à éliminer une personne, mais à sceller symboliquement une ère. L'aube du 16 octobre 1793 n'apporta pas de solennité, mais une normalité inquiétante. Paris se réveilla comme n'importe quel autre jour,
tandis qu'à la conciergerie se mettait en marche un protocole déjà rodé. Il n'y eut pas de grandes annonces ni de discours finaux. La procédure avança avec la précision de quelque chose qui devait être exécuté sans interruption, comme si la routine pouvait neutraliser le poids de l'irréversible. Marie-Antoinette fut autorisée à échanger ses vêtements contre une tenue simple, dépourvue de tout signe distinctif. Ce détail, apparemment mineur, contenait un message clair. Il ne devait rester aucune trace du passé. Contrairement à d'autres moments de sa vie, elle n'était entourée ni de dames ni de symboles. Elle était seule, accompagnée uniquement de fonctionnaires dont le rôle n'était pas de consoler, mais de conduire. La dignité, à cet instant, ne provenait pas de l'environnement, mais de la posture qu'elle choisit de maintenir. Le transfert se fit dans un véhicule ouvert, exposé au regard. Ce ne fut pas une coïncidence logistique, mais une décision chargée de signification. Le trajet devint une procession silencieuse, lente, conçue pour être vue. Les rues, pleines d'observateurs, fonctionnaient comme une scène où le pouvoir révolutionnaire montrait sa capacité à imposer des fins. Cependant, de nombreux témoignages s'accordent sur un détail inattendu: l'absence de stridence. Il n'y eut pas de gestes incontrôlés, mais une attention contenue, presque inconfortable. Pendant le parcours, Marie-Antoinette garda la tête haute. Non comme un défi, mais comme un dernier acte de cohérence avec elle-même. Le silence fut sa réponse à une foule qui avait appris à la voir comme un symbole avant de la voir comme une personne. Dans cette exposition publique, la reine cessa d'être protagoniste et devint une image, destinée à se fixer dans la mémoire collective d'une manière spécifique. Le passage par les rues les plus fréquentées prolongea la scène. Chaque minute ajoutait du poids, non par ce qui se passait, mais par ce qui se comprenait sans mots. Le pouvoir, lorsqu'il se sent menacé, a besoin de se montrer. Et cette exhibition ne cherche pas toujours l'approbation. Parfois, elle cherche la clôture. Le message était sans équivoque. L'ordre ancien n'avait pas seulement chuté, il était renvoyé à la vue de tous. À l'arrivée à destination, les mouvements devinrent encore plus précis. Il n'y avait pas de place pour les improvisations. À ce moment final, un geste minime, une excuse spontanée pour un mouvement involontaire, fut enregistré comme la dernière phrase attribuée à la reine. Ce ne fut ni un discours, ni une déclaration politique. Ce fut une expression humaine, simple, presque quotidienne. Et précisément pour cela, profondément révélatrice. Le silence qui suivit fut bref, mais significatif. Certains observateurs parlèrent d'un instant suspendu, comme si même ceux qui avaient attendu cette fin avaient besoin d'une seconde pour l'assimiler. Puis, la routine reprit son cours. La scène se referma sans dramatisation explicite, comme si l'événement devait être absorbé rapidement par la ville. Ce jour-là, Marie-Antoinette cessa d'exister comme figure vivante, mais commença à exister comme récit. Un récit qui, avec le temps, serait réinterprété, remis en question et débattu. La fin visible était advenue. Ce qu'il restait à définir était sa place dans l'histoire et la signification profonde de ce dénouement. Le destin final de Marie-Antoinette ne s'acheva pas à l'endroit où sa vie fut publiquement éteinte. Son corps fut déposé sans cérémonie, sans nom visible, dans un espace partagé avec beaucoup d'autres qui avaient emprunté le même chemin durant ces mois convulsifs. L'absence d'une tombe reconnaissable ne fut pas un oubli, mais une extension du message. Il ne devait rester aucune trace, seulement la leçon. L'histoire, dans sa version immédiate, ne cherchait pas la mémoire, mais la clôture. Des années plus tard, avec le retour d'un ordre différent, ces restes furent récupérés et transférés dans un lieu associé à la continuité monarchique. Ce geste ne renversa pas le passé, mais il révéla quelque chose d'essentiel. Les significations changent avec le temps, même lorsque les faits demeurent. La même figure qui avait été présentée comme une menace se transforma en symbole d'une perte plus grande. Non pas d'une personne uniquement, mais d'une façon de comprendre le pouvoir. L'exécution de Marie-Antoinette ne peut être lue uniquement comme la fin d'une vie. Elle représenta la rupture définitive avec l'idée d'autorité basée sur l'héritage et sur le sacré. La Révolution avait besoin de démontrer qu'aucun symbole n'était intouchable. Et ce faisant, elle établit une logique qui, avec des variations, se répéterait à d'autres moments historiques. Quand un système s'effondre, ses figures les plus visibles deviennent des avertissements.
Cependant, cette logique recèle un paradoxe. En éliminant leurs symboles, les mouvements transformateurs courent le risque de reproduire ce qu'ils combattent. La rapidité, le manque de nuances, la substitution de l'analyse par l'affirmation. L'histoire de Marie-Antoinette montre comment une cause peut devenir implacable lorsqu'elle cesse de s'interroger sur ses propres limites. Dans le monde contemporain, la question reste d'actualité. Où finit la justice et où commence le besoin de vengeance? Quand un processus cesse-t-il de chercher réparation et passe-t-il à exiger des sacrifices symboliques? La reine, transformée en récit, incarne ces tensions. Non pas comme une martyre idéalisée, mais comme un rappel que les systèmes, même lorsqu'ils naissent de l'espoir, peuvent te durcir rapidement. Dans ses dernières paroles écrites, il n'y eut pas d'appel à la haine. Il y eut une aspiration silencieuse à la réconciliation, à un futur moins fragmenté que le présent qui l'entourait. Cette aspiration, ignorée à l'époque, prend du poids avec la distance. L'histoire ne se clôt pas avec des verdicts, elle se rouvre avec des questions. Ainsi, la fin de Marie-Antoinette se déplace du domaine du châtiment à celui de la réflexion. Sa vie et sa chute nous invitent à regarder au-delà du personnage et à observer le mécanisme. À comprendre comment les sociétés créent et détruisent des symboles et comment, dans ce processus, se révèlent tant leurs idéaux que leurs ombres. Le récit n'exige pas une réponse unique. Il laisse, en revanche, une interrogation suspendue. Sa fin fut-elle une forme de justice nécessaire ou le début d'une nouvelle rigidité née du ressentiment? L'histoire, comme toujours, reste ouverte.